mais on va commencer évidemment cette première séquence. Merci à tous. Pour ma part, je m'appelle Antoine Chotard, je travaille pour ADI Nouvelle-Aquitaine et on s'occupe de néo-business avec l'équipe ADI et puis avec nos différents partenaires dont mon directeur Vincent Bost va vous parler. On va quand même reposer un petit peu le cadre évidemment de ces 2 journées et pourquoi on monte cette journée-là avec la région Nouvelle-Aquitaine, le club des ETI, l'ADEME, le Conseil national des achats et évidemment ADI Nouvelle-Aquitaine dont Vincent est le directeur général. Alors avant d'appeler nos tout premiers intervenants, et en particulier Andrea Brouille, première vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, on va avoir quelques mots introductifs qui vont vous poser aussi un peu le décor de la journée. Vincent, je te laisse la parole. Merci beaucoup Antoine. J'appelle encore celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour participer à cette plénière de lancement, à nous rejoindre sur l'Agora s'ils m'entendent. Bonjour à tous, bienvenue au Palais de la Bourse pour cette 3e édition du salon Néo Business. Alors c'est la première édition en présentiel. On est vraiment ravis de vous accueillir toutes et tous ici pour cette grande rencontre dédiée à l'économie régionale. Je rappelle que Néo Business a été pensé et conçu il y a 3 ans déjà et a été pensé et conçu comme le volet convention d'affaires de la feuille de route Néoterra qui est dédiée à la transition énergétique et écologique du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense que Andrea Brouille, qui s'exprimera juste après moi et qui ouvrira officiellement la manifestation, en parlera probablement. Alors pourquoi organiser un événement comme Néo Business? Nous sommes au sein de l'agence ADI, mais comme beaucoup d'entre vous, absolument convaincus que dans le contexte actuel qui a jamais été aussi incertain et jamais été aussi anxiogène, disons-le, avec une juxtaposition de crises énergétiques, environnementales, climatiques, géopolitiques, les entreprises, et notamment les plus grandes entreprises, doivent être des véritables acteurs du changement, doivent contribuer à changer de modèle, doivent contribuer à faire preuve de solidarité, notamment au niveau régional, en jouant la carte du territoire, en jouant la carte de la proximité. Et justement, et c'est bien le sens de l'événement, il existe en région beaucoup de start-up, de PME et d'ETI qui portent et qui déploient des solutions innovantes. Et l'idée aujourd'hui, et demain, à travers ces 2 jours, c'est de les mettre en avant, à travers justement ce principe du salon inversé des achats, où des grands acheteurs, des grands comptes, qu'ils soient publics ou privés, vont recevoir pendant 2 journées des fournisseurs de solutions régionales. Donc nous pensons, comme beaucoup d'entre vous, vous le constatez, et la science nous le confirme étude après étude, qu'il est désormais urgent d'agir face au changement climatique. Les chaînes de valeur sont mises à mal, les parties prenantes de l'entreprise sont désormais soucieuses d'actes concrets, mesurables, et non plus simplement de déclarations d'intention. Il ne vous aura pas également échappé que les jeunes générations qui rejoignent nos entreprises ou nos organisations nous alertent sur l'état de santé de la planète, sur le caractère fini des ressources naturelles et requestionnent souvent avec force nos modes de vie et nos modes de consommation. Et je pense que c'est une donnée qui est importante à prendre en compte. Et donc, en favorisant la rencontre entre ces acheteurs et ces fournisseurs régionaux qui bien souvent se méconnaissent, Néo Business est une manière de catalyser ce changement. Néo Business est une manière de prendre notre part, alors à notre niveau régional, mais ça n'est pas rien d'agir dans un cadre régional parce que c'est un échelon tout à fait pertinent d'action, de prendre notre part finalement au développement de nouvelles formes de coopération, de nouvelles formes de relations entre les entreprises du territoire de la Nouvelle-Aquitaine face à cette urgence climatique. Donc, notre marque de fabrique à l'agence, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, enfin je vous le précise, c'est la connexion, c'est la mise en réseau des entreprises entre elles. Et donc, cet événement en est une illustration parfaite. Donc, vous voyez là l'ensemble des exposants qui vont être présents pendant ces 2 jours. Ils sont au nombre d'une trentaine. Nous ne faisons pas cet événement seuls. Nous le faisons évidemment avec des partenaires. Et je tenais à souligner l'engagement à nos côtés de la région, bien sûr, et Andrea s'exprimera juste après moi, de l'ADEME,
du Club des ETI, du Conseil national des achats. Et ces partenaires interviendront juste après dans la première table ronde dédiée à la décarbonation. Le CNA remettra ce soir les prix. Vous avez là le plan des stands de l'événement. Le CNA, le Conseil national des achats, remettra ce soir à 18 h les prix, 3 prix en l'occurrence, pour récompenser des collaborations exemplaires entre des acheteurs et des fournisseurs. Et donc l'organisation de ces 2 journées n'aurait pas été possible sans ces partenaires et je tenais à les remercier particulièrement. Et j'en terminerai par là, de nombreuses entreprises se sont inscrites à cet événement. Nous avons 750 participants sur les 2 jours, plus de 500 rendez-vous d'affaires qui ont été acceptés, validés par les entreprises qui se sont référencées sur notre plateforme et beaucoup d'autres rendez-vous se tiendront, j'en suis persuadé, de manière informelle durant ces 2 jours. Et donc je ne serai pas complet sans évoquer les conférences, donc 8 conférences, 4 ateliers, peut-être que ce sera davantage ta partie Antoine, je te laisserai en parler plus en détail. On a vraiment voulu penser cet événement sur 2 pieds, c'est à la fois penser à travers des conférences pour s'inspirer, pour être sensibilisé sur les grands enjeux d'avenir, mais c'est aussi agir à travers des rendez-vous d'affaires pour se développer de manière plus durable et plus responsable. Donc merci à tous nos intervenants et à tous nos grands témoins qui nous honorent de leur présence. Merci à tous nos partenaires que j'ai cités, merci à nos prestataires également. Merci au Palais de la Bourse de nous accueillir. Et je tenais, alors c'est une édition un petit peu spéciale parce que Antoine est dans des conditions un peu particulières. Antoine, c'est le grand animateur et le grand ordonnancier de Néo Business. Il casse un peu les codes de l'événementiel avec sa cheville dans le plâtre. Juste pour l'anecdote, il m'a appelé il y a un mois. Il était assez tôt le lundi matin, je n'ai pas pu décrocher, je l'ai rappelé sans écouter le message et il me dit voilà, j'ai un problème, j'ai la cheville dans le plâtre, mais t'inquiète pas, ça va le faire, je ne suis pas tombé sur la tête, donc je vais pouvoir continuer à travailler sur Néo Business. Donc le fait que ça le fasse, j'avais absolument aucun doute. Je me suis quand même un petit peu inquiété, mais merci à lui d'avoir tenu le cap. Merci aussi à toute l'équipe de l'agence qui a répondu présent et qui a aussi épaulé Antoine dans la préparation de cet événement un petit peu particulier. Si vous voulez, on vous laissera un marqueur pour signer le plâtre. Voilà, ce sera sympa, même s'il est en résine, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est un moment sympa, je ne suis pas plus long. Je vais céder la parole à Andrea et je vous remercie encore une fois à toutes et à tous d'être présents. Ouais, je vous en prie. Non, on applaudit bien sûr. J'ai quelques mots à dire. Vas-y Antoine. Juste, j'ai quelques mots à dire, Andrea Brouille, quelques instants. Je voulais juste compléter un petit peu en effet sur cette dimension du programme. Merci, en effet, ça va être un petit peu particulier, mais on est très très heureux de vous avoir avec nous. Je pense qu'en effet, cet événement a une tonalité aussi, et vu le nombre d'inscrits et les chiffres qu'a évoqué Vincent à l'instant, que ça a du sens, que ça titille tout le monde. Et depuis l'année dernière, on le verra bien sur certains sujets, ça a avancé. Vous l'avez vu, on a un très beau panel d'intervenants qui vont intervenir pendant ces 2 jours. Juste pour rappeler quand même aujourd'hui, il y a évidemment tous les rendez-vous que vous avez calés, mais on va avoir plusieurs moments, si cette télécommande veut bien m'aider. Notre première table, la compétitivité au défi de la décarbonation. Ensuite, on aura un temps d'atelier sur les centres de transfert. On veut mettre aussi en avant et en lumière un certain nombre d'actions et d'acteurs régionaux qui peuvent rencontrer les entreprises qui seront présentes aujourd'hui. On aura un temps aussi dédié au design et à la fonctionnalité, justement à l'heure de la sobriété davantage recherchée et mots qu'on entend maintenant très très régulièrement. Un temps avec OPO aussi et le collectif justement autour des problématiques d'usines durables et des entreprises Néoterra de la région pour évoquer comment on peut aller aussi plus loin là-dedans dans ces accompagnements. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Une boîte à outils de votre décarbonation, vous aurez la chance d'avoir tous les acteurs qui mettent en place des accompagnements, des dispositifs pour ça. Donc n'hésitez pas à aller aussi ici même, sur cette scène, vers 15h30. Et puis on aura aussi un temps un peu particulier sur la problématique de la performance extra-financière et de la comptabilité verte avec un spécialiste, Alexandre Rambaud notamment, présent. Et puis Vincent l'a dit, on finira cette journée avec la remise du cristal des achats, il y en a 3. Et cette année, on verra bien à qui le tour sur ce cristal. Donc on vous invite à rester avec nous toute la journée. J'ai fait vite, peut-être juste 2 secondes sur des choses de base. Vous avez un Wi-Fi à disposition. Vous pouvez redemander le code, il est assez simple, c'est la date des 2 jours. Le Wi-Fi Néo Business.
Une pause permanente dans le grand foyer, mais ça, je pense que vous l'avez découvert par vous-même et vous en avez peut-être même déjà profité. Cette télécommande est vraiment difficile, ça ne va pas être possible pendant 2 jours. Diffusion aussi, n'hésitez pas à partager le fait qu'on peut suivre à distance Néo Business, et je pense qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui sont connectés pour nous suivre via la page du live qu'on retrouve sur le site web que maintenant vous connaissez tous. Et puis, un certain nombre de choses qui seront évidemment visibles, comme nos contenus déjà des années passées 2020 et 2021, qui sont disponibles en replay sur la plateforme neobusiness-na.fr. Voilà. Et je crois que j'en ai terminé avec ces petits éléments introductifs. Et donc, ça va être le moment, en effet, pour pouvoir accueillir sur ce premier temps de table Andrea Brouille avec nous. On peut l'applaudir. On peut même mettre un petit jingle pour accueillir Andrea Brouille, première vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'économie, de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises à la RSE, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça, Antoine, merci beaucoup. Merci Vincent, bonjour et à toutes. Je tiens aussi à souligner dans l'organisation de cette programmation, vraiment, vous allez jusqu'à la RSE à fond parce que, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans les intervenants des programmes, une parité a été respectée. Donc, je le souligne. Alors, c'est mon côté un peu RSE à fond, mais je crois que c'est important de le dire. Donc, je suis ravie, vraiment ravie de participer à cet événement avec vous, car il est pour moi très, très symbolique dans la période, comme tu l'as souligné, Vincent, de crise économique et géopolitique que nous traversons actuellement. Cette 3e édition que l'agence ADI organise avec, bien sûr, le soutien de la région et en partenariat avec le Club des ETI, le Conseil national des achats et l'ADEME, est un bel exemple de coopération et de solidarité régionale. Et je crois aussi que votre nombreuse présence en atteste. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont montré combien il est urgent que les achats, notamment des grands groupes, soient plus responsables sur le plan environnemental, mais aussi économique, en faveur de nos entreprises de notre pays et de notre région. Aujourd'hui, le système en place a des conséquences désastreuses en termes de souveraineté pour notre pays. Comment, et vous l'avez souvent entendu dire, Président Alain Rousset, comment peut-on encore accepter que plus de 90% des principes actifs de nos médicaments, mais également de l'électronique qui est dans notre quotidien, soient et proviennent d'Asie? Nous le voyons, aujourd'hui, tout le monde parle d'éco-responsabilité. Je dirais que l'état de la planète et les attentes de la société imposent de changer de modèle. En lançant avec ADI et le Club des ETI ce salon des achats inversés et responsables, il y a désormais, je crois, 3 ans, nous avons été précurseurs. Tout comme en annonçant dans notre ambition du SRDE2I, vous savez, notre feuille de route de développement économique sur l'ensemble de la région, notre ambition sur ce mandat est de devenir la première région éco-responsable. Car nous considérons à la région que c'est le rôle du politique d'anticiper ces mutations dans le monde qui change. Aujourd'hui, vous l'avez signalé, l'heure de la décarbonation de l'économie est arrivée, je dirais, on en parle, cette économie qui va se libérer de plus en plus progressivement de l'ère du pétrole. C'est un bouleversement majeur, mais il faut aussi le voir comme une opportunité. De nombreux emplois vont être créés dans la transition énergétique, dans l'économie circulaire ou encore dans le numérique. 3 grandes de nos priorités dans ce schéma, le SRDE2I, alors je n'aime pas trop les acronymes, mais c'est l'obligation légale qui l'oblige. On retrouve 3 grandes priorités, je disais, accélérer les transitions, dynamiser notre innovation responsable. Quand je dis responsable, c'est bien sûr sur le plan environnemental, mais aussi social pour industrialiser. Et puis surtout, placer l'humain et les territoires au cœur de notre développement. Nous serons à la région très attendus dans les prochains mois sur la suite de notre feuille de route Néoterra. Ce sera la feuille de route Néoterra 2. On n'a pas été très inventif sur le nom, mais c'est la suite. Les éco-conditionnalités, bien sûr, dont un groupe de travail a été lancé sous mon pilotage. Et puis le développement de la RSE avec la mise en place d'un label régional. Ces
une nouvelle économie qui émerge sous nos yeux, une économie qui sera plus responsable sur le plan environnemental, mais aussi social, d'autant plus que cette transition, comme je le disais, vers une économie décarbonée va créer des opportunités dans les divers secteurs à condition de l'engager rapidement. Donc c'est à nous, à vous de saisir ces opportunités. Et c'est ce que nous faisons par exemple en lançant un groupe de travail avec les ports de la région sur l'hydrogène vert. C'est également en lançant, mais ça on le fait depuis plusieurs années, en accompagnant les entreprises industrielles sur leur démarche, je dirais, d'efficacité énergétique. Car cette question du coût de l'énergie est en ce moment une véritable problématique pour nos entreprises. Et c'est pourquoi nous avons aussi décidé d'amplifier le soutien au dispositif qu'on appelle Green Corporate PPA pour une électricité verte, locale et compétitive, mais également d'accompagner les entreprises aux côtés de l'ADEME dans la mise en place d'audits énergétiques qui permettent aux entreprises, d'identifier des actions de sobriété, je dirais, à effet immédiat sur leurs factures, mais surtout des actions à plus long terme. Pour conclure, je dirais que notre manière de produire de l'énergie, de faire de l'industrie, de nous déplacer, de consommer, de nous alimenter va être complètement bouleversée. Donc il est de notre responsabilité à nous, politiques, d'anticiper ces mutations majeures et de ne pas attendre d'être au pied du mur pour bouger en vous accompagnant dans vos transitions. Voici les quelques messages, en tout cas, que je voulais vous délivrer ce matin, en vous remerciant pour votre écoute. Merci beaucoup, Andrea Brouille, pour ce premier message. Je vous propose de rester avec nous. On va continuer cette table justement avec d'autres invités que j'invite à venir sur la scène. On en va avoir aussi avec nous Aurélie Picard du CSF, du Comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, qui elle va être à distance. Elle nous expliquera pourquoi, elle a une bonne raison. Et nous on rejoint sur cette table Emmanuel Béjamin. Vous êtes directeur régional adjoint de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. On a aussi avec nous Monsieur Pierre Girard, vous êtes président du conseil de surveillance de Valorem, une des ETI emblématiques dans le domaine énergétique en Nouvelle-Aquitaine, mais vous avez aussi une fonction de vice-président du défi transition énergétique justement du club. Vous nous en direz un peu plus sur les actions du club et évidemment sur votre rôle dedans. Et nous avons aussi Arnaud Confroy avec nous de Ceva Santé Animale. Alors Arnaud, vous êtes à la fois aussi un représentant du club des ETI, mais aussi du Conseil national des achats, et vous êtes surtout directeur des achats du groupe Ceva Santé Animale, qui est fidèle et qui avait d'ailleurs gagné l'année dernière le Cristal des achats. Donc un sujet évidemment que vous connaissez bien et qui vous parle. On aura demain en particulier une table dédiée justement aux achats responsables, comme l'année dernière. Peut-être pour commencer ce tour de table, Emmanuel, peut-être on a eu la vision justement de la région qui... on s'était parlé en effet il y a un an avec cette ambition de devenir une région éco-responsable. Aujourd'hui, on a ce nouveau schéma, Néoterra 2, qui va être donc un blockbuster forcément. Et donc côté ADEME, on retrouve aussi une vision, une action qui s'intensifie. On disait l'autre jour avec Sean Koch, qui est un de vos collègues qui sera là sur les sujets de décarbonation, que l'année dernière, c'était presque un gros mot, enfin pas un gros mot, mais on n'en parlait pas encore beaucoup. Là, on est pile un an après. Même jour, intéressant d'avoir votre vision de comment tout ça évolue et comment l'ADEME se positionne. Merci Antoine, Madame la Vice-Présidente, Mesdames, Messieurs. Je suis également ravi de participer à ce salon. C'est la première fois que l'ADEME est partenaire de ce salon Néo Business. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, tout nous appelle à construire de nouveaux modèles d'affaires. Néo Business, c'est bien l'acronyme, la signification de Néo Business, c'est de trouver une nouvelle façon de faire un modèle d'affaires et de trouver une nouvelle économie. Tout nous appelle aussi à reconsidérer pour une entreprise à la fois sa façon d'appréhender sa relation client, sa façon d'innover, de produire, de marketer et aussi d'acheter. Je suis ravi qu'on mette en avant le sujet des achats et que la baseline du salon soit le salon des achats inversés pour mettre en relation, et vous le faites très bien dans votre rôle d'assemblier,
de mettre en relation les offreurs de solutions et les utilisateurs de ces futures solutions. Tout nous appelle effectivement à changer de modèle d'affaires parce qu'on n'a pas seulement, vous l'avez dit, une crise géopolitique, une crise énergétique, on a aussi une crise des matières premières, une crise des approvisionnements, une crise économique, sociale et bien sûr environnementale. Donc on n'est plus dans l'ère de la crise, on est dans la métacrise. Et donc on est obligé aujourd'hui de reconsidérer complètement nos modèles. Alors hors de question ici d'être fataliste. Au contraire, ce salon se veut un salon des solutions, se veut un salon pour améliorer et contribuer à générer un dialogue positif entre les entreprises, entre les apporteurs de solutions et leurs futurs utilisateurs. Donc oui, à l'ADEME, on accompagne les entreprises, tous les types d'entreprises, de la start-up à la grande entreprise, sur un nombre important de leviers possibles de la transition écologique, que ce soit l'éco-conception, qui vise à réduire l'empreinte environnementale des entreprises et des produits qui sont réalisés. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a un colloque éco-conception dans 5 jours, ici même au Palais de la Bourse. Le 15. Pardonnez-moi. Le 15 Non, c'est le 15. Non, c'est le 15. Le 15 novembre, il y a encore de la place, si vous voulez y participer, une journée entièrement consacrée à l'éco-conception. On travaille également sur l'économie de la fonctionnalité, qui est une bonne façon justement d'appréhender les nouveaux modèles d'affaires, puisque là, on travaille non plus sur une économie de propriété, mais sur une économie de l'usage et de la façon dont on utilise chacun de ces biens. Et puis également sur les achats. J'ai vu qu'il y avait un atelier demain sur la commande publique. Il y aura les cristals d'achat qui seront remis cet après-midi. Les achats, c'est vraiment un levier énorme et pas suffisamment mesuré à sa juste importance. Et je suis ravi qu'il soit mis en avant lors de ce salon Néo Business. Parce que aujourd'hui, il est nécessaire de reconsidérer à la fois l'acte d'achat. Il est nécessaire de créer une nouvelle relation entre l'entreprise et ses fournisseurs, tournée bien évidemment autour des achats et autour des achats durables et des achats responsables. Donc voilà, autant d'éléments qui sont mis en avant par l'ADEME et portés donc par les différents plans qui ont été mis en place. Je pense notamment au plan de relance au cours des 2 dernières années, mais je pense également aujourd'hui à France Relance, qui est un formidable levier d'action pour entraîner les entreprises à la fois dans leur modèle de transition écologique, que ce soit par des modèles de massification ou que ce soit par la recherche, développement, innovation. Donc on a une multitude d'appels à projets. Cet après-midi, vous en aurez à l'occasion de l'atelier sur le fonds de décarbonation de l'industrie. On vous présentera effectivement les différents dispositifs qui sont proposés. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que depuis 2 ans, et notamment depuis le plan de relance, on a vu, et notamment en région, un foisonnement d'initiatives qui sont très prometteuses pour l'avenir. Et vous le citiez aussi dans un contexte extrêmement incertain. Il est heureux de voir que les entreprises continuent à innover, continuent à investir et apportent aujourd'hui un nombre de solutions qui sont tout à fait opérationnelles. Donc voilà, il faut voir ce foisonnement de dossiers. On en verra quelques exemples. Je pense par exemple à Materup, qui sera là demain matin, et dont on a inauguré récemment l'usine pilote. C'est une entreprise tout à fait innovante et qui est porteuse de solutions de décarbonation qui sont tout à fait intéressantes. Exactement. Ils sont bien dans l'esprit Néo Business. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on retrouvera aussi, je vois certains de vos collègues qui sont là, où il y a évidemment des rendez-vous qu'on peut prendre avec l'ADEME. Il y a Yoann Monget, Sean Cox sur la décarbonation, Antoine Bonche, j'ai vu sur les achats durables. Et demain, on retrouve aussi Jean-Louis Berger. Jean-Louis Berger sur un atelier que je vous invite à suivre. Un atelier sur un exercice de prospective que l'ADEME a mené sur les 2 dernières années.
un exercice qui s'intitule Transition 2050, agir maintenant, choisir pardon, j'ai oublié la baseline. Choisir après-demain, non Pardon. mais, Non. mais il faut venir demain pour avoir le complément. C'est choisir maintenant, agir pour le climat. Pardon. Agir pour le climat. En fait, tout est dans le titre. Hein. J'avais du mal à le retrouver, mais tout est dans le titre parce qu'on parle de transition au pluriel. Tout à fait. Et on nous propose de choisir. Et c'est deux éléments très importants puisque ces scénarios de prospective proposent 4 chemins pour accéder à la neutralité carbone. La neutralité carbone, tout le monde en parle. Tout le monde dit 2050, il faut arriver à 2 tonnes de carbone. Mais on a aujourd'hui un petit peu de mal à visualiser qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que représente une vie et une société à 2 tonnes de carbone et quelle est la trajectoire que l'on doit prendre dans les 30 prochaines années pour aboutir à cette neutralité carbone. Tout à fait. Et à cet exercice de prospective, il propose 4 chemins différents qui sont une source d'espoir puisqu'on a encore le choix, on a encore la possibilité de choisir ces trajectoires et on a encore le temps d'arriver à cette neutralité carbone. Donc les clés du succès, elles sont entre nos mains. Ça nécessite bien évidemment d'agir dès maintenant, ça nécessite de passer par des incontournables que sont la réduction de la consommation énergétique, de passer par un développement massif des énergies renouvelables, ça nécessite de passer également par une réduction importante de notre consommation en matières premières, de reconsidérer également le vivant, de reconsidérer notre industrie, de reconsidérer notre agriculture, et ça nécessite bien évidemment de modifier d'orchestrer une planification de transition énergétique et d'avoir un dialogue très étroit entre l'État, les territoires et les citoyens. Très bien. Eh bien, on sera attentif demain. On viendra écouter Jean-Louis Berger. On vous invite évidemment à être attentif à ça. Et en effet, je resalue aussi moi, le fait que cette année, vous êtes partenaires. On a pu joindre nos forces tous ensemble et reprendre aussi ce concept en effet du salon inversé des achats qui tient aussi au CNA et qui avait déjà tenté ça en 2019. Et voilà, on joint tous nos forces. Donc on va aller dans ce sens-là. On joint aussi nos forces. J'espère qu'elle est avec nous en ligne avec le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique qui est donc on a avec Aurélie Picard qui est peut-être avec nous à distance, je l'espère. Parfait. Bonjour Aurélie, merci à vous de revenir dans Néo Business parce que le lien avec le CSF maintenant commence à dater de 2020. Vous étiez intervenu en 2020. L'année dernière, on avait eu Sylvie Géano qui était avec nous aussi, qui est donc une des présidentes du CSF. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Donc on s'était donné rendez-vous dans 1 an, même jour, même heure, c'est le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner aussi un peu votre étonnement et nous dire par quoi est passé le CSF et puis qu'est-ce que vous avez mis aussi en œuvre? Et vous nous direz aussi pourquoi vous n'êtes pas présente physiquement avec nous. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Donc ravi de revenir suite à nos interventions les années précédentes. En effet, le CSF et l'action Je décarbone a beaucoup avancé et je vais vous en parler un peu plus. Je regrette vivement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais la décarbonation est au cœur de l'actualité et cet après-midi se tient à l'Élysée une réunion sur le sujet de la décarbonation et nous sommes invités à y présenter Je décarbone, dont je vais vous parler, sur lequel nous travaillons avec vous donc depuis plusieurs années et donc qui aujourd'hui a vu le jour. Donc Je décarbone est une plateforme qui permet d'accompagner les industriels qui souhaitent se décarboner, qui permet de leur fournir l'information pour trouver les acteurs avec lesquels mener leur décarbonation, en particulier trouver les technologies, et en particulier les technologies made in France, qu'ils peuvent implémenter pour mener leur projet de décarbonation. Donc il y a tout un parcours de l'information pour vous aider à monter votre projet, à identifier les différentes typologies d'acteurs, les différents types de soutien, les différents types de financement que vous pouvez trouver pour mener votre projet, ou simplement présenter votre projet de décarbonation et être contacté par des partenaires qui peuvent vous accompagner. Et puis la plateforme s'adresse également naturellement aux offreurs de solutions, c'est-à-dire aux industriels qui ont des technologies pour décarboner et qui peuvent donc se référencer dans cette plateforme
et consulter les besoins des industriels qui ont décrit leur projet de décarbonation et qui cherchent des partenaires pour mener leur projet. Au-delà de la plateforme numérique, Je décarbone, ce sont également des rencontres physiques. La plateforme, je dirais, est plutôt une manière de capitaliser, une manière de pouvoir animer entre les ateliers, mais on a également des rencontres qui se tiennent avec les régions et en particulier prochainement en Nouvelle-Aquitaine, et c'est bien là-dessus qu'on a travaillé ensemble ces derniers temps. Et donc, on devrait être présent en Nouvelle-Aquitaine et le premier atelier régional justement fin février. Et voilà, il y aura plus d'explications cet après-midi sur l'atelier justement des outils de la décarbonation. Donc, je vous invite à y assister. Il sera animé par Adrienne Pervès, notre extraordinaire chef de projet de Je décarbone, qui vous en dira plus. Très bien. Donc voilà pour ce qui est de la plateforme Je décarbone que nous menons donc en lien étroit avec les conseils régionaux pour les ateliers régionaux et également avec les comités stratégiques de filière, avec les filières de l'aéronautique, la filière de l'automobile, la filière de la chimie, la filière des mines, métallurgie, les grandes filières industrielles qui ont des besoins propres et avec qui nous travaillons sur ces besoins spécifiquement pour alimenter les industriels qui offrent des solutions avec une expression de besoin précise. Oui, parce que peut-être qu'il faut rappeler, Aurélie, que le CSF, vous représentez justement la filière énergétique et que vous avez cet enjeu justement à aller rencontrer les autres filières, à développer des partenariats spécifiques. Il y a eu des appels à projets particuliers qui ont été menés aussi récemment. Et tout à l'heure, vous évoquiez des temps. Il y a notamment le temps que vous évoquez en région Nouvelle-Aquitaine. Il se fera chez Terega, qui est un de nos exposants aujourd'hui et qui fait partie, je crois, du club ETI, mais pas de Nouvelle-Aquitaine, mais du club ETI du CSF. Voilà, donc c'est en majorité des acteurs du monde de l'énergie, mais votre contrat de filière, lui, il a été signé, en effet, à l'échelle du CSF avec une diversité d'acteurs. Alors, en effet, le comité stratégique de filière est une association qui rassemble les industriels de la transition énergétique, du monde de l'énergie, l'État et les organisations syndicales autour d'une feuille de route autour des grandes technologies, des grands enjeux. Donc, on a des travaux sur le solaire, la méthanisation, les batteries. Je ne vais pas faire le tour, il y a 18 sujets. Les technologies donc, de la décarbonation et de l'efficacité énergétique dans l'industrie ou dans le bâtiment. Et comme vous, nous avons vraiment à cœur à la fois d'animer la thématique des achats, qui nous paraît vraiment une thématique centrale, et la dynamique des ETI, qui est le cœur de notre industrie en France et avec lesquels nous travaillons de manière très étroite. Et je remercie justement tous les acteurs ETI présents dans le club des nouveaux systèmes énergétiques. Très bien, on a une petite pensée d'ailleurs pour, si je ne dis pas de bêtises, Capin-Gélec aussi, qui était avec nous l'année dernière et qui aussi est assez impliqué, si je ne dis pas de bêtises. L'Aldéo également, ils sont nombreux, Serman, Aldéo, voilà. Vous êtes très nombreux et très bien représentés au sein du club. On reconnaît là le dynamisme de la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Peut-être un point par rapport à Je décarbone qui me paraît important de souligner, c'est une dynamique qui est montée en lien avec le CEA, l'Alliance Alice, avec le financement de l'ADEME, et je tiens à le souligner et à les remercier pour ça, également en lien avec les grandes associations de développement économique et les grandes associations des technologies qui se sont associées au lancement de cette plateforme et qui ont lancé un pacte de mobilisation autour de l'accompagnement justement de la décarbonation des acteurs industriels et du Made in France dans cette décarbonation. Il est vraiment important que cet effort qu'on fournit tous ensemble soit l'occasion de créer de la valeur ajoutée sur notre territoire. Et donc ça nécessite une bonne coordination entre les achats, la gestion de projets et la connaissance des technologies. Et donc on est vraiment dans le cœur de la dynamique que vous animez aujourd'hui sur cette question de la décarbonation. Parfait. Merci beaucoup Aurélie. Sur le sujet du Made in France, on y reviendra d'ailleurs demain matin. On aura quelqu'un comme Gilles Attaf aussi qui sera avec nous d'origine France contrôlée, qui est un chantre aussi de ce sujet-là. Donc on n'oubliera pas. Oui, vous voulez dire Peut-être un petit mot, ouais. Oui, parce que je sais que les industries aujourd'hui, l'énergie, c'est un problème de court terme pour eux, avec des questions prégnantes d'augmentation des coûts de l'énergie et qui ne sont pas décorrélées de nos questions de décarbonation, qui peuvent paraître, qui sont un peu plus moyen terme, qui nécessitent un peu plus de temps souvent à être mis en œuvre. Alors à court terme, on a les mobilisations, la capacité de mobiliser les questions d'efficacité énergétique, tout ce qui va être système de pilotage, de suivi des consommations, d'optimisation des consommations, sur lesquels avec des petits investissements, on peut espérer gagner 10 à 20%
avec des ROI très rapides. Et puis après, on a les questions qui sont un peu plus structurelles, qui nécessitent un peu plus de temps, mais qui peuvent permettre à la fois de décarboner massivement et également d'aller chercher une stabilité dans les prix de l'énergie. Je pense aux questions comme des contrats de PPA ou de biogaz ou des questions de production d'énergie renouvelable localement liées à son site. Et donc voilà, il y a une grande diversité de solutions qui ne sont pas toujours bien connues. La chaleur est souvent méconnue, hein, elle représente quoi? Méconnue, sous-estimée dans l'importance des coûts qu'elle représente pour l'industrie. C'est souvent plus de la moitié des dépenses énergétiques des industries. Et donc c'est toute cette dynamique-là que l'on anime et qui s'inscrit à la fois dans le court terme et dans le long terme. Il y a bien les deux dynamiques qui se répondent et qui se complètent. Eh bien, très bien, merci pour cette précision. Et vous pourrez revoir ça cet après-midi, en effet, avec nos chers collègues référents sur les sujets de décarbonation, puisqu'on aura un temps dédié en milieu d'après-midi ici. Merci beaucoup Aurélie. Vous parlez de la chaleur, je pense qu'il est important de rappeler aussi, on fait 2 jours néo-business, mais comme plus on est de fous, plus on rit, l'ADEME, vous organisez aussi le 10 dans ces lieux, un temps justement dédié à la chaleur renouvelable. On va peut-être pas avoir le temps d'en parler maintenant, mais on vous invite à rester toute la semaine au Palais de la Bourse avant votre 11 novembre. Et comme ça, vous serez bien prêts pour 2023. Merci beaucoup Aurélie. Je vais passer la parole à Pierre Girard. Je pense qu'il y a des éléments, je vous en prie, prenez un des micros, qu'a évoqué Aurélie, justement, qui vous parle à la fois en tant qu'acteur, vous, de l'énergie, mais aussi au titre du club des ETI, la façon dont les ETI, qui représentent les différentes filières dont elle parle pour se rencontrer, peuvent être en train de réagir et de bouger aujourd'hui. Oui, donc effectivement, tout d'abord les ETI, ce sont les plus grands créateurs d'emplois actuellement en France. Et la particularité, c'est qu'on est sur les territoires et qu'on a vocation à aider nos territoires à se développer. Et ça, je pense que au niveau du club Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment une notion qui nous tient à cœur et qu'on échange entre nous. Alors, comment ça se traduit? Déjà, au niveau des achats, alors c'est pas une loi, mais c'est une règle morale, c'est d'essayer de faire travailler les confrères, de travailler le tissu industriel local, de ne pas aller chercher à l'autre bout du monde la compétence ou le produit qu'on a à portée de main. Alors c'est pas toujours évident, parce qu'il y a quand même une question de compétitivité malgré tout. Si je prends un exemple que je connais bien, c'est celui des panneaux photovoltaïques. Il faut dire que la désindustrialisation massive qui a eu lieu en Europe sur les 10 dernières années fait qu'aujourd'hui, les panneaux chinois sont encore les moins chers, malgré le coût du transport qui a beaucoup augmenté. Mais j'espère que l'Europe va faire ce qu'il faut pour réindustrialiser, recréer des chaînes de valeur performantes et faire en sorte qu'on puisse s'approvisionner sur le territoire européen et non plus aller chercher à l'autre bout du monde. Voilà. Je peux prendre un exemple aussi qui est très concret actuellement par rapport aux éoliennes. Là, c'est un sujet que je connais bien. C'est qu'avec l'augmentation des prix de l'acier, du cuivre, ainsi de suite, le numéro 1 mondial qui est Vestas, qui est une entreprise danoise, mais qui est implantée dans plusieurs lieux d'Europe, est actuellement très fragile. C'est d'ailleurs au bord du dépôt de bilan, quoi. Et donc, nous, par exemple, à Valorem, même si c'est pas le meilleur des choses, on achète à Vestas et on va pas acheter à des Chinois ou à d'autres, quoi. Parce qu'il faut sauver le soldat Vestas, sinon dans 5 ans, on va se retrouver avec la même problématique que pour le photovoltaïque, avec des produits qui arriveront de Chine et on n'aura plus d'industriels chez nous, quoi. Voilà, donc ça c'est une notion déjà de dire on essaye de faire travailler le local, c'est bon pour la décarbonation parce que le transport est quand même un des grands facteurs de carbonation de l'industrie. Et puis après, j'ai perdu son nom, Madame Picard en a parlé, c'est l'aspect énergie et donc achat d'énergie. Donc ce qu'on a fait au niveau du club, c'est de créer un groupement d'achat pour essayer de mutualiser tous nos achats en énergie, puisque, comme vous le savez tous, le prix de l'énergie a été multiplié entre 5 et 10, suivant les secteurs, et que pour certaines entreprises, moi je vois, j'ai des confrères du club qui me disent « Pierre, mais on va fermer, quoi. Et puis on va attendre des jours meilleurs ». Donc
Donc on a créé ce groupement d'achat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Hein, et Julien Gimnès, qui doit être par là, je pense. Oui, il doit être par là, oui. Je ne l'ai pas aperçu. Mais et donc on a une douzaine d'entreprises qui se sont regroupées et qui vont rentrer dans une démarche long terme, c'est-à-dire dans un premier temps, bon, si on peut faire des PPA globaux, mais c'est pas simple par contre, mais on va essayer. Et puis surtout après s'engager sur du partenariat avec des développeurs notamment photovoltaïques, pour à l'avenir avoir donc des PPA qui puissent durer une dizaine ou une quinzaine d'années. Le gros avantage des énergies renouvelables, c'est que on connaît parfaitement la production, parce qu'on a de l'antériorité, donc on sait dire combien on aura en moyenne de soleil chaque année, combien on aura en moyenne de vent sur un site donné chaque année. Et les coûts d'exploitation sont très faibles, puisque jusqu'à ce jour, le soleil et le vent ne sont pas taxés. Mais je me méfie toujours des gens de Bercy qui pourraient avoir une imagination débordante et inventer une taxe sur le vent ou sur le soleil. Mais bon, et donc de fait, on sait dire dans 10 ans combien coûtera l'exploitation de telle centrale ou de telle autre. Voilà. Et donc là, déjà, parce que moi, mes confrères, bien sûr, me harcèlent en disant « Mais Pierre, vends-nous ton énergie », mais sauf qu'on n'en a pas assez. Et on n'en a pas assez aussi parce que il faut quand même savoir que dans l'ancienne Aquitaine, il n'y a pas une seule éolienne d'implantée. Merci. Oui, chez Andrea, toi tu es vertueuse, mais enfin, voilà. Donc il y a eu aussi cette volonté quand même de nuire au développement du renouvelable en France, hein, il faut le dire tel que c'est. Et aujourd'hui, on en porte les conséquences. On est les derniers de la classe au niveau européen. Et on est les premiers à en pâtir. Voilà. Tu vois, c'est pas mal. Et alors, on peut faire très facilement du coup le parallèle avec un autre membre du club des ETI que vous représentez, Arnaud Connefroy. Donc c'est Va Santé Animale, parce que si je ne dis pas de bêtises, justement, cette dynamique qui est née au sein du club ETI a un vrai intérêt pour un acteur comme Seva. Oui. Et on pourra en parler. Vous n'êtes pas que sur les sujets énergétiques, bien évidemment. On travaille d'ailleurs avec Valorem sur ce sujet avec la région. Donc Seva Santé Animale, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ETI très implanté, très régional et très fier de son ancrage régional, puisqu'on est basé à Libourne, on emploie 6 000 personnes dans le monde et 1 500 personnes en France, et dont 1 000 à Libourne. Nous, notre responsabilité en tant qu'acheteur dans ce débat, il est réellement il est crucial. Hein. Quand même, on amène les décisions au sein de nos entreprises vers des fournisseurs à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'Europe ou en France ou en région, suivant des critères. Donc c'est à nous aussi, d'un point de vue responsabilité, hein, d'influencer ces critères et d'influencer ce choix vers des fournisseurs plutôt en région, plutôt en national, qu'à l'autre bout du monde. Alors sur les principes actifs, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un peu compliqué parce que malheureusement le tissu industriel n'existe pas, mais en fait souvent on s'est mis dans la tête qu'il n'existait pas. Donc tout le concept de ce salon, c'est ça, hein, c'est d'aller rencontrer des fournisseurs dont on ne connaît pas l'importance et l'existence même en région. Et on avait monté ça en 2019 avec le Conseil national des achats. Déjà, et on a mergé ça fusionné ça avec Neo Business il y a 2 ans, et c'est une très bonne idée. L'idée, c'est vraiment que les acheteurs apprennent à connaître leur tissu régional. Donc, pour revenir à des sujets comme les principes actifs, puisqu'on est une boîte de pharma, donc on achète évidemment comme en pharma humaine, en pharma vétérinaire, énormément de principes actifs en Chine et en Inde. En fait, on se rend compte que de plus en plus, si on est un peu proactif et si on met ça dans les objectifs de nos acheteurs, on arrive à relocaliser, on arrive à trouver les sources finalement en Europe, et pas forcément plus cher, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, notre grande mode, hein, à nous acheteurs, il y a 20 ans, c'était d'aller faire du low-cost sourcing, et on était incentivé là-dessus, il faut être très clair. Aujourd'hui, ce qui est un peu anecdotique, c'est que finalement, dans les années 2000, on avait à convaincre en interne de faire du low-cost sourcing. Aujourd'hui, on a à convaincre de faire de la relocalisation, ce qui est quand même un comble. Mais je partage vraiment mon expérience. Même si nous sommes très moteurs là-dessus en tant que fonction achat, on a encore beaucoup de nos collègues qui ne comprennent pas l'intérêt.
Donc c'est aussi un travail à faire dans l'autre sens aujourd'hui pour les fonctions achats et d'avoir à convaincre nos entreprises et mettre ça au cœur de notre stratégie achat. En fait, l'important, c'est de le mettre au cœur de nos stratégies achats. Je ne parle pas de stratégie high level, je parle de stratégie dans nos décisions d'achat, c'est-à-dire le mettre au cœur de la stratégie, de dire on veut un fournisseur régional sur cette catégorie-là, on veut relocaliser, et on y arrive. Je te prendrai un exemple sur les principes actifs où on est en train de travailler différemment. C'est aussi un autre mode de travail, on travaille plus en partenariat avec nos fournisseurs qu'à les mettre en concurrence systématiquement. On les met en concurrence, on les benchmark, mais on décide aussi top-down de ça va être un fournisseur régional, ça va être un fournisseur national. Et ça change tout. On n'a pas été éduqués comme ça, nous les acheteurs. On a été éduqués à faire des appels d'offres avec des critères bien rationnels. Et à un moment donné, il faut se prendre en main, il faut se décider de nos stratégies et de se dire on veut relocaliser, on veut du régional, on veut du national. Un exemple typique, on est en train de relocaliser une molécule qui était en Chine depuis 20 ans, qu'on avait délocalisée il y a 25 ans parce qu'on ne trouvait pas la technologie en Europe. L'usine, elle est une ancienne usine de Sanofi, elle est à 300 km d'ici. Notre impact RSE, on est en train et carbone, on est en train de le calculer. Et on est voire plus compétitif qu'en Chine. Donc il n'y a pas de fatalité en fait. D'autres exemples que j'ai en tête, où on est en train de travailler avec ADI, avec Vincent, sur trouver une société en région pour nous aider à développer un conteneur base azote liquide pour transporter nos vaccins à l'autre bout du monde. On dépend aujourd'hui d'une boîte aux États-Unis qui fait que ça, qui est monosource, qui est incontournable, qui a brûlé en janvier 22, qui a failli nous planter la moitié de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, où on est vraiment en train de travailler sur la résilience aussi. Ce n'est pas que de la RSE, c'est aussi économique. C'est vraiment le cercle vertueux. Donc ces deux exemples montrent que, pour moi, c'est un peu la fin de la mondialisation naïve des années 2000. Il faut qu'on reparte à quelque chose d'un peu plus pragmatique, plus local, et puis qui évidemment contribue à notre empreinte RSE. Mais c'est pas l'empreinte RSE elle-même qui nous intéresse, c'est avant tout la résilience, le côté économique, et donc ça génère un impact RSE environnemental positif. C'est ce cercle vertueux dans lequel je pense que nous, acheteurs, on doit aller et s'engager vraiment dans cette dimension. Super, ça va être tout l'enjeu de ces 2 journées, de pouvoir débattre de ça. Demain, on aura des moments importants justement avec Terega, avec Gilles Attaf, mais aussi avec l'acheteur public, puisqu'on a demain Grand Poitiers qui sera là, mais on a le département de la Gironde, la région Nouvelle-Aquitaine évidemment, qui a ses acheteurs aussi aujourd'hui, l'aéroport de Bordeaux. Donc la question sera posée aussi à l'échelle de l'acheteur public. C'était des choses qu'on avait décidé aussi à l'échelle de ce COPIL d'une certaine manière qu'on représente sur Néo Business. Donc j'espère que vous avez déjà passé des bons messages ce matin. Merci. Peut-être Andrea, un mot de la fin pour cette table. Le mot de la fin, je crois que je vais reprendre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et que avec ce qu'on a en tout cas mis en place en région Nouvelle-Aquitaine, cet écosystème de confiance, cette innovation, je crois qu'il faut la perdurer. Et on dit souvent que la région Nouvelle-Aquitaine a été, dans cette période un peu compliquée, la seule à être la plus résiliente parce que diversification a été déjà produite dans notre industrie et notre économie. Donc je crois que voilà, continuons à innover, il n'y a pas de fatalité et tout ira bien. Parfait, merci. Je pense que vous venez de le dire, c'est important que la notion d'innovation aussi bouge et que dans ce que vous venez de décrire, on a aussi l'innovation qui n'est pas technologique, mais qui est une innovation dans les collaborations notamment et dans les nouveaux modes de management de projet qui sont vraiment intéressantes. Donc un virage dans la notion d'innovation. Merci beaucoup. On va vous laisser tranquille, on va essayer de regagner un peu de temps. Donc désolé, il y aurait peut-être eu quelques questions, mais vous pouvez les poser en ligne ou en parler sur les stands avec nos partenaires. On va essayer de gagner un peu de temps pour pouvoir réenchaîner avec une des prochaines séquences. Donc merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bonnes journées de salon. On peut en effet les applaudir.